C'est l'heure où les destins basculent. 2 mardis après-midi par mois, au tribunal de Caen, une vingtaine de personnes comparaissent devant la juge en charge des dossiers de surendettement. À la barre, s'enchaînent les petits drames de la vie et les récits de galère. C'est votre premier dossier de surendettement? Oui. Oui. Vous avez un emprunt pour des meubles? J'étais obligée de m'en racheter quelques meubles parce que quand on s'est séparés de monsieur Rampoussier, c'est bien, chose qui est normale. Donc, sur Bon Coin et tout ça, je trouve des meubles pas chers. C'est passé une succession de choses, des aléas de la vie, des accidents de la vie qui nous ont mis dans une situation inextricable et on a perdu pied, complètement. Il n'y a pas d'autre mot, on a perdu pied. Coup du sort ou erreur de parcours, ici c'est la justice du quotidien qui est rendue. Donc vous dites qu'il vous reste 365,22 € en fait pour les courses, c'est ça? Oui. J'ai bien compris. Oui. Et j'avais des frais d'assurance, alors assez importants, de 201 €. Ça correspond à quoi? Celle qui ne cherche ni à condamner ni à punir, L'assurance maison. mais à aider et à accompagner. Vous y arrivez là actuellement dans la gestion de votre budget ou c'est un petit peu compliqué? C'est un peu dur. On est... Oui, je pourrais essayer de m'apitoyer sur mon sort, mais on a eu tellement de problèmes. Là, Mais c'est pas un reproche, hein, monsieur. C'est simplement, justement, je souhaite attirer votre attention sur le fait que, justement, il y a l'après-surendettement et que il faut peut-être être aidé pour que votre budget soit correctement tenu et que vous ne soyez pas de nouveau dans des situations compliquées. Chaque année, 200 000 Français se retrouvent en situation de surendettement. Seule la justice a le pouvoir d'effacer leurs dettes. Comment procède-t-elle? Sur quels critères prend-elle cette décision qui a coûté l'an passé 1,7 milliard €? Moi, j'y arrive plus, de toute façon. Je sens que des fois, je me demande moi, si je me serais peut-être dans un trou, ça serait peut-être mieux. Oh, faut pas dire ça. Nous avons rencontré Dominique, retraité au bord de la banqueroute, et Céline, mère de famille qui s'endette pour payer son loyer. Donc, il y a toujours la dette de loyer, il n'y a rien qui a été réglé. Hein. Non. Dette de loyer, téléphone, assurance, frais médicaux. Jean-François, prisonnier de ses crédits à la consommation. Et Alain, propriétaire plombé par son emprunt immobilier. L'endettement total a été fixé par la Commission le 5 septembre dernier à une somme de 294 931,09 €. 4 naufragés du surendettement qui tous attendent de la justice l'effacement de leurs dettes et peut-être l'espoir d'un nouveau départ. C'est les charges de la vie courante qui m'ont surendettée. J'avais un loyer à assumer, de l'électricité, la nourriture, les téléphones. Voilà, je me suis endettée complètement. Ça a été très vite, ça s'est enchaîné. Je suis passée du haut à plus bas que terre. La dégringolade de Céline débute en 2012, lorsqu'elle perd son emploi d'agent d'entretien. Au chômage, cette mère de 2 enfants ne parvient plus à payer son logement, accumule les dettes et se retrouve à la rue. On est dans mon ancien appartement, là où j'ai été virée avec mes enfants expulsés le 31 octobre 2015. Voilà, ça fait mal de se faire voir prendre tous ces meubles. De dire à ses enfants qu'ils ne seront plus dans un appartement, ils n'auront plus de chambre. Et ça fait 2 ans que ça dure. Sans revenu, Céline cesse de régler ses loyers pendant 3 années. Son ardoise s'élève à 8 000 €. Je me suis retrouvée sans salaire, sans CAF. J'avais 450 € pour vivre au mois, avec 350 € de loyer à donner. C'était pas possible. J'ai privilégié la nourriture pour mes enfants. Quoi que tout le monde en dise, je l'ai fait pour eux. Parce que j'ai fait des enfants, c'est pour les assumer, c'est pas pour les rendre malheureux. Donc oui, je suis forte, je reste forte pour eux. Depuis son expulsion, Céline a été contrainte de retourner vivre chez sa mère. C'est moi, je suis rentrée. Avec ses 2 fils, Salut mes chéris, ça va? Lou, 6 ans, et Florian, 17 ans. Ah, il y a ma petite mère. Bonjour maman. Ça va? Bah ça va et toi? À 4, ils se partagent désormais 50 mètres carrés.
Donc là, c'est la chambre de ma maman. Donc là, c'est son intimité à ma maman, ici. Là, donc, il y a le matelas de Lou, donc qui est là. Voilà, je le pose par terre. Hein. Voici le matériel de Florian, tous ses cours, tous ses vêtements. Voilà, il range tout seul, il plie, et puis bah, c'est comme ça qu'il essaye de s'organiser au mieux qu'il peut. Voilà. Promiscuité, cohabitation forcée, manque d'espace. Depuis 2 ans, le piège du surendettement s'est refermé sur toute la famille. À 17 ans, Florian, l'adolescent, doit même partager son lit avec sa mère. Non, je vais l'essuyer. Pas ma chambre, j'ai pas mon intimité, donc je peux pas inviter d'amis, parce que bon, c'est pas chez moi non plus. Non, mais le fait que tu dormes avec moi aussi, c'est gênant. Bon, il s'en va quand même sur 18 ans, donc bon, même pour moi, c'est quand même gênant. Voilà. On est quand même pudique. Moi, perso, j'étouffe. Ça commence un peu à me saouler, quoi. Céline a déposé un dossier de surendettement à la Banque de France il y a 1 an. Son cas doit être étudié dans quelques jours par la justice. C'est elle qui décidera si sa dette de 8 000 € de loyer pourra être effacée. Au tribunal de Caen, Marie Lefrançois est l'une des 2 juges en charge du surendettement. Alors, je vais prendre les dossiers de l'audience de cet après-midi. Oui, d'accord. Donc, ils sont tous là. C'est la Banque de France qui examine en premier les dossiers. Elle établit alors un plan de remboursement ou peut décider d'effacer les dettes. Je vous remercie. Si cette décision est contestée, c'est alors au magistrat d'intervenir. C'est le cas dans 20% des affaires. Le surendettement en soi, c'est pas très joyeux comme matière. Hein. On a des situations qui sont pas évidentes. Les décisions qu'on est amené à prendre visent à ce que les personnes puissent de nouveau vivre normalement. Après, forcément, que les mesures envisagées ne sont pas toujours celles qu'ils aimeraient avoir. Ce matin, elle va entendre une vingtaine de personnes. Toutes vivent étranglées par leur crédit. Cette audience est pour elle celle de la dernière chance. Alors, je vais maintenant procéder à l'appel des causes et je vais demander aux personnes présentes de bien se manifester lorsqu'elles entendent leur nom. Ce couple est venu pour tenter de sauver sa maison. La Banque de France leur impose de la vendre pour pouvoir rembourser leurs dettes pendant 5 ans. Le couple refuse et espère convaincre la juge. Quelle est la situation financière actuelle du couple? Vous, monsieur? Monsieur touche l'invalidité. Oui. Nous touchons l'ASS. Ça fait combien par mois? Ça fait à peu près 1500, 1600. Alors avec 1500 €, la capacité de remboursement ne doit pas être très élevée. Si jamais, au bout des 60 mois, il reste un état d'endettement, la Banque de France proposera encore la vente du bien immobilier. Parce que la vente du bien immobilier permettra, d'une part, d'apurer totalement vos dettes, 2, de retrouver un logement. On s'est battu, on l'a voulu, cette maison-là. Et ça serait quand même dommage de la perdre avec le peu qui reste. Moi, j'ai jamais voulu arrêter de travailler. Et on n'a jamais eu de problème par rapport à... Je suis usée à cause du à la banque, on a toujours réglé tous les mois, il n'y a jamais eu de retard. Et les dettes, hormis le prêt immobilier qui est totalement pris en charge, si on enlève le prêt immobilier... Ça s'élève à combien? On est à moins de 23 000 €. Si je suis ce que dit votre conseil, 23 000 € sur 60 mois qui restent encore possible, ça veut dire que vous devriez pouvoir rembourser tous les mois 384 €. Ils sont totalement en capacité de le faire, ils remboursent beaucoup plus actuellement. On rembourse déjà. Donc là, la décision elle sera rendue le 30 novembre prochain par mise à disposition greffe. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. D'accord. Voilà, messieurs, dames. Merci. Pas facile de venir défendre son histoire devant la juge. Monsieur et madame. Dans la salle, Jean-François attend son tour avec appréhension. Monsieur et madame. Avec sa femme, ils ont accumulé une dette colossale dont ils espèrent l'effacement. Mais l'avocate de leur organisme de crédit s'y oppose et les accuse de comportement irresponsable. Oui. Monsieur et madame
ne justifie pas de leur bonne foi. C'est-à-dire qu'on a un contrat de crédit de prêt qui avait été souscrit, qui prévoyait que monsieur et madame s'engageaient à ne pas souscrire de nouveaux contrats. Or, dans les années qui ont suivi, il y a eu pas moins de 6 crédits à la consommation qui ont été souscrits et des crédits à la consommation qui n'étaient pas d'une absolue nécessité, puisque vous le verrez. On a notamment un crédit Toys R Us pour un montant de plus de 3 000 €. Vous n'avez apparemment pas respecté, c'est pour ça qu'il y a eu une dénonciation. Ce sont des choses qui deviennent un peu confuses dans mon esprit. Je pensais qu'on l'avait respecté, moi. Oui. Maintenant, au fil du temps, ce sont des circonstances qui sont amalgamées dans toute une situation qui est assez obscure pour nous, qui devient inextricable. Incapable de s'expliquer, Jean-François perd ses moyens. Et on n'arrive plus à démêler les chevaux, quoi. Le créancier dit que dans votre contrat de prêt, vous aviez l'interdiction de souscrire d'autres crédits postérieurement. Or, il est relevé par ce créancier qu'il y aurait eu 6 autres crédits effectués après, sans leur autorisation. Je ne sais plus par quel épisode, à un moment, on a pu passer vous arrivez plus à mettre la chronologie. D'accord. Par manque de présence d'esprit, peut-être, je ne sais pas. Donc là, aujourd'hui, vous auriez un endettement de, on va dire 104 000, 225 480 € à peu près qui resterait. Oui, je pense que ça doit être une déduction faite, effectivement, des sommes qui ont été 225 000. Je vous laisse repartir. Merci. Merci. Il y a plus de négligence que de mauvaise foi. Quand même, il y a beaucoup plus de débiteurs qui sont négligents, qui se sont dépassés par la situation, qui sont dépassés par les papiers qu'ils reçoivent, qui sont dépassés par les huissiers qui viennent chez eux, qui s'y retrouvent plus tout simplement dans les démarches administratives. Ça, c'est de la négligence. Et on le constate en effet beaucoup. Jean-François devra encore attendre de longues semaines la décision de la juge. Les Français surendettés doivent en moyenne 42 000 €. Jean-François et son épouse Bernadette ont perdu pied en vivant au-dessus de leurs moyens. Ces 2 éducateurs spécialisés, parents de 3 enfants, ont accumulé une dette de 225 000 €, 5 fois supérieure à la moyenne. Je crois qu'on a fait des erreurs, ça c'est clair. Il faut se l'avouer. On a fait des erreurs de choix de vie, de choix d'achat. On gagnait bien notre vie. On subvenait bien à nos besoins. On a été piégés un peu par les cartes de crédit de magasin, où on peut payer en plusieurs fois. On travaille dans le social. Et on s'est dit, on va y arriver, quoi. On arrive bien à aider les autres, on va y arriver, quoi. Voilà. Aujourd'hui, ils louent un petit appartement. Leur ancienne maison n'est plus qu'un souvenir rangé dans un album. Pourtant, tout avait bien commencé, avec un emprunt de 100 000 € à la fin des années 80. Ben oui, ça semble déjà de vieux souvenirs. C'est pas si vieux que ça, tout ça. Hein? Il y avait beaucoup de souvenirs dans cette maison? Eh bien oui, la naissance de nos enfants, puis tous les travaux qu'on a faits pour y vivre bien. Et là, dans cette maison, il y avait... Vous voyez, dans le jardin... un barbecue était vite organisé. Un barbecue, les tables des tables de jardin, etc. Et puis on pouvait être une trentaine. Voilà. En 2006, Jean-François tombe malade et les revenus du couple diminuent. Ils ne peuvent plus faire face au remboursement de leur emprunt. Ils contractent aussi des dizaines de crédits à la consommation. Un prêt Conforama de 4 258 € pour des aménagements, un Cofinoga pour plus de 18 000, un prêt pour la marque But de 3 005 €. Au total, plus de 72 000 € qui viennent creuser un peu plus leur dette abyssale. Aujourd'hui, on utilise beaucoup plus d'argent liquide, comme ça, on va chercher l'argent, on l'a, et on dépense ce qu'on a. Plus de crédit? Plus du tout. Le couple a déjà perdu ce à quoi il tenait le plus. Sa petite maison au volet bleu, vendue 104 000 € l'été dernier. Loin d'être suffisant pour effacer leur ardoise, il leur reste toujours 225 000 € à rembourser.
Pour payer leurs dettes, certains se réveillent à l'aube. Dominique nettoie tous les matins ce parking de supermarché. 2 heures de ménage avant l'arrivée des premiers clients. À 63 ans, cet agent d'entretien à la retraite a dû reprendre du service. Pourquoi travailler alors qu'on est retraité? C'est dur, c'est très dur. Bon, déjà, on prend un peu la casquette parce qu'on dit merde, je travaille toute une nuit, il faut retravailler encore un peu. Puis en fin de compte, pour essayer de se sentir un peu plus, puis en fin de compte, on se sent plus enfoncé qu'on soit sorti, quoi. Mais il faut faire avec, hein. De toute façon, je vous dis, hein, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix maintenant. Bon, là, il n'y a rien. Pendant des années, pour faire face à ces difficultés financières, Dominique a touché de la CAF des aides auxquelles il n'avait pas droit. Aujourd'hui, il doit rembourser à l'organisme des dizaines de milliers d'euros. C'est vrai qu'on a fait des erreurs, beaucoup de choses, mais bon, j'en ai... C'est tout, hein. On paye les erreurs qu'on a faites, quoi, c'est tout, quoi. C'est énervant, quoi. C'est énervant. Et puis bon, je suis au bout du rouleau, comme on dit, quoi, parce que... Avec sa retraite de 1 100 €, Dominique ne voit pas comment payer l'addition. Il compte sur la clémence du juge, avec qui il a rendez-vous dans quelques heures au tribunal de Nevers. L'argent, c'est comme ça vient, ça part, et puis bon, malheureusement, c'est bien parti, quoi. J'ai peur de me retrouver à la rue. À moins que s'il y a un bon Dieu qui m'écoute, qui puisse faire sauter tout ça, et puis... Mais bon, je me fais pas d'illusions. Hein. Si le magistrat ne l'efface pas, Dominique devra s'acquitter du montant de sa dette. 28 000 €, soit 2 années complètes de retraite. Dans la Nièvre, 200 dossiers de surendettement sont examinés chaque année par 2 juges du tribunal de Nevers. Stéphane Benmimoun est en poste depuis 18 mois. Je ne suis pas là pour juger moralement ou dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Mais on est là quand même pour... Attention, il y a des dettes qui sont plus importantes que d'autres et dont le non-paiement pourra vous mettre dans des difficultés souvent irrémédiables. Ce matin-là, le juge doit statuer sur une dizaine de cas, dont celui de Dominique, plein d'espoir. Faute de revenus suffisants, la Banque de France a recommandé l'effacement d'une partie de ses dettes. Mais tout n'est pas réglé pour autant. Bonjour monsieur. La commission a déclaré votre demande recevable et a considéré que votre situation était irrémédiablement compromise et donc a recommandé un effacement de vos dettes, en tout cas pour les dettes effaçables. Et donc c'est la caisse d'allocation familiale qui a effectivement formé un recours. La CAF a fait appel. La femme de Dominique touchait des aides en tant que femme isolée alors qu'ils vivaient ensemble. Le couple a ainsi fraudé l'organisme pendant 10 ans pour une somme totale de 28 000 €. Si la créance effectivement est considérée comme une créance frauduleuse, de toute façon, elle ne sera pas effaçable, bien entendu. Donc ça, il faudra les payer. Mais comment on fait je sais bien que c'est compliqué et que c'est difficile. Parce que là, bon, pour l'instant, j'ai un petit job, mais je l'arrête à la fin de l'année, avec une pension de 1 100 € que j'aurai par la suite, avec un loyer de 500 €. Moi, je sais pas comment je peux faire pour régler tout ça, parce que là, je vois pas... je sens que de toute façon, il faudra que je retourne encore à la Secours populaire pour manger, quoi. Je sais bien que les choses sont vraiment compliquées, mais là, si vous voulez... 200 € par mois, si on peut vivre, vous m'expliquez comment on peut faire. Moi, je n'explique rien, monsieur. Je vous dis simplement que là, aujourd'hui, de toute façon, la loi fixe une liste des dettes qui sont effaçables et celles qui ne sont pas effaçables. En tant que juge du surendettement, je n'ai pas plus de pouvoir que ce que me confère la loi. Donc je ne peux pas effacer des dettes qui ne sont pas effaçables. Moi, je sais pas, là. Moi, j'arrive à 63 ans, je m'aperçois que... Bon, je sais, je reconnais mes torts, de toute façon, je reconnais les torts, là-dessus. Moi, j'y arrive plus, de toute façon, je sens que, de toute façon, je suis prêt à... Des fois, je me demande, moi, si je serais peut-être dans un trou, ça serait peut-être mieux. Oh, faut pas dire ça. Vous savez, toujours des solutions. Des solutions, J'ai bien compris, monsieur. Et comme je vous l'expliquais aujourd'hui, pour le dossier dont je suis saisi, ça s'arrête là. Bon, on fera avec et puis c'est tout. Voilà, monsieur. Merci. Bon courage à vous. Merci, au revoir. Bonne journée. J'ai pas de baguette magique.
La loi estime qu'il y a une limite. Et donc, ce qui est amende ou créance frauduleuse par rapport aux organismes sociaux, dettes alimentaires, sont considérées comme des dettes non effaçables parce que ce sont des dettes importantes pour le créancier ou qui représentent un comportement qui ne peut pas ne pas être sanctionné. Je suis déçu, mais déçu d'une force phénoménale. J'en ai gros sur le cœur et quand je vais annoncer à ma femme, je crois que ça va être encore pire, quoi. Dominique devra bien rembourser sa dette jusqu'à la fin de sa vie. À Caen, dans l'attente que son dossier soit jugé, Céline s'applique à ne pas retomber dans l'engrenage du surendettement. Avec 726 € de revenus mensuels, cela signifie une vie à compter et à surveiller chacune de ses dépenses, comme les courses. Donc toujours pareil, le top budget. Voilà. Donc rien que ça, déjà, ça équivaut à presque 5 € déjà. Le lait et le sucre. Voilà. Quel est votre budget aujourd'hui? 30 €. Mon budget par semaine. Voilà, c'est 30 €. 30 € pour 4, soit 1 € par personne et par jour. Je vais prendre des saucisses à 20, 2 €. Bah, très bien ça. 2,08 €. Un défi que Céline relève à coups de produits premier prix Avec les enfants, ils aiment ça. et de privation. Vous voyez, j'adore le café, le vrai café. Je peux pas m'en acheter, c'est trop cher. Amande caramélisée, la framboise. Voilà, fraise framboise. Donc les seuls petits plaisirs, c'est pour les enfants? Oui, oui, c'est pour les enfants. C'est vraiment pour Florian, pour les cours. Voilà, qu'il puisse se mettre des barres dans le sac. Voilà, Lou, bon bah oui, ça arrive, un petit plaisir de temps en temps en alimentation, mais c'est rare. Et on va voir le résultat à la caisse. Je suis à 26,04. Voilà, j'avais dit pas plus de 30 € et je suis dans le time. Aujourd'hui, Céline comparaît enfin devant le tribunal de Caen, entre appréhension et espoir. Ça va tout changer. C'est la transition entre mon passé et mon futur. Voilà. Que je puisse enfin me poser et reprendre une vie normale avec mes enfants sans dette et ne pas refaire les mêmes erreurs du passé. Céline espère l'effacement total de sa dette de 8 000 €. La Banque de France y est favorable, mais une halte garderie, à qui elle doit 100,89 € s'y oppose. Céline va devoir s'expliquer devant la juge. Bonjour madame. Alors, donc vous, votre dossier de surendettement a été orienté vers ce qu'on appelle donc un effacement de vos dettes. Et donc, il y a un créancier, l'UNCMT, qui a fait un recours sur cet effacement de dettes. Sur le courrier, ils disent que je suis une mauvaise foi. Donc, j'aurais aimé que la personne soit là pour discuter avec elle. Puisque j'ai été plusieurs fois, j'ai fait plusieurs paiements par chèque. Donc, j'ai pas compris. Céline défend seule face au magistrat sa bonne foi. Mais ses antécédents pourraient lui porter préjudice. Elle n'en est pas à son premier dossier de surendettement. Vous avez déjà bénéficié en fait d'un effacement de dette. Voilà, oui. Oui. Quand ça? C'était en 2005. 2005 ou 2006, oui. Je m'étais retrouvée RSA, je travaillais dans le bâtiment. Et problème de dos, pareil. Et je me suis retrouvée dans la même situation, sauf que là, j'avais fait une dépression nerveuse. Donc, c'était encore autre chose. Donc, j'ai été aidée dans un foyer avec mes enfants. Et donc, alors, en ce qui concerne les dettes, alors, donc, il y a toujours la dette de loyer. Il n'y a rien qui a été réglé? Non. Dette de loyer, téléphone, assurance, frais médicaux. D'accord. Donc, si je confirme la recommandation de la Banque de France, toutes les dettes que vous avez avant le 30 novembre seraient effacées. Voilà. OK. Je vous laisse repartir, madame. Je vous remercie. Au revoir. L'audience aura duré 10 minutes. Mais Céline a le sentiment d'avoir été entendue. En France, près d'un dossier sur 2 de surendettement aboutit à un effacement de dette, soit au total 1,7 milliard d'euros chaque année. Effacer les dettes relève parfois du cas de conscience pour les juges, notamment lorsqu'un particulier peut se retrouver lésé par la décision. C'est le cas de ce petit propriétaire qui a écrit à Stéphane Benmimoun. Son locataire surendetté ne lui verse plus ses loyers. Si le magistrat décide l'effacement, le propriétaire perdra tout. Pour votre information, j'ai une famille à nourrir et à élever, soit 3 enfants de 2 à 15 ans. Et je cite, je dois être trop con.
Et puis la personne s'exaspère, hein, pauvre France. Et puis après, ça se termine par des questions. Pour votre information, qui va payer les futurs loyers? Qui va payer les charges de l'appartement? Qui va me payer les impôts fonciers? Qui va nous payer les dégradations et la réfection de l'appartement? Qui va nous payer les frais de procédure? Sans commentaire. C'est toujours la même chose. Le locataire pense que le propriétaire est riche et que le loyer est finalement un supplément pour lui et pour vivre. Et oublie parfois que le propriétaire, c'est son propre équilibre budgétaire qui peut être mis en péril. Et il arrive, moi j'ai déjà eu 2-3 cas où les bailleurs se sont eux-mêmes retrouvés en situation de surendettement, ne pouvant plus faire face en fait à l'ensemble de leurs dettes et notamment le remboursement de leurs prêts immobiliers. Le locataire de ce propriétaire en colère, bonjour monsieur, je vous en prie, installez-vous. Kevin, a accumulé 3 000 € de retard de loyer. Saisonnier dans la restauration, il n'a pas payé sa location pendant 1 an. Est-ce que vous payez les loyers courants? Là, maintenant, oui. Parce que je retravaille depuis juillet. Maintenant, là, je suis au chômage, mais j'ai travaillé pendant 4 mois. Là. J'ai eu des dépenses que j'ai pas pu gérer. Après, ma télé, elle a cassé. Pour payer ma télé, j'ai pas payé le loyer. Voilà. Je peux pas faire autrement. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut discuter. Ah, oui. La priorité, c'est le paiement du loyer. La télé, c'est secondaire. Oui, mais après, il faut bien Internet tout seul dans la vie maintenant. Monsieur, c'est important de savoir aussi prioriser les choses. Donc oui, c'est toujours embêtant de ne pas avoir de télé, ça personne ne peut le contester. Mais votre loyer, c'est la priorité. Ah oui. Parce qu'après, c'est la procédure d'expulsion. Comprenez que pour votre propriétaire, quel qu'il soit, c'est aussi important pour lui d'avoir le paiement de ses loyers. Lui aussi, il a ses charges. Voilà, monsieur, vous pouvez y aller. Le propriétaire mécontent n'est pas venu à l'audience. Son absence annule son recours. La dette de Kevin devrait bien être effacée. Si 70% des surendettés sont locataires, être propriétaire ne protège pas pour autant du surendettement. Alain a acheté cette maison avec sa femme il y a 12 ans. Ses 2 enfants y ont grandi. Depuis son divorce, il essaie de la vendre sans y parvenir et vit désormais prisonnier de ses 4 murs. J'évoluerai au moment où je partirai d'ici. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Pour moi, c'est au jour le jour. Quand je partirai d'ici, je pense que ce sera bon. À 54 ans, Alain a accumulé une dette colossale de 294 000 €, en grande partie à cause du crédit immobilier de cette maison. Malgré un emploi en CDI d'aide-soignant et un revenu mensuel de 1 600 €, il est incapable de faire face à ces échéances. C'est ce que je dois, en fait, que je n'ai pas pu payer. J'ai encore 119 534 rien que pour le Centre-Loire, pour la maison, à rembourser. Ça, c'est le crédit. Le crédit de la maison. Il y a encore le Centre-Loire, 8 286. Après, vous avez, à mon ex-épouse, je lui dois 138 305 €. Ce qui m'a endetté, c'est la maison. La maison et le fait du divorce aussi m'a endetté. Ouais, enfin, c'est le coup de malchance. Enfin, c'est la vie. C'est la vie. On choisit pas, en fait. Ça arrive sur la gueule et puis voilà. Vous n'avez pas fait des folies? Ah non, j'en fais pas de folie, moi. Je fais pas de folie. Alain a plongé. Maladie, chômage ou séparation, 1/3 des dossiers de surendettement sont déposés après un accident de vie. La Banque de France impose à Alain de vendre sa maison pour rembourser une partie de ses dettes. Mais il n'arrive pas à trouver d'acheteur. Il est aujourd'hui convoqué par le juge pour rendre des comptes, un moment qu'il redoute. Vous êtes un petit peu considéré comme un voleur, comme un bon à rien. Ah, t'es un mec qui comprend pas, tu gères pas tes comptes. Bah ouais, mais bon, c'est vrai que, t'arrives pas. Maintenant, j'y arrive pas. Si j'ai pas un coup de main, j'y arriverai pas. Au tribunal de Nevers, le juge pourrait décider de nommer un mandataire pour vendre au plus vite la maison d'Alain et à n'importe quel prix. Bonjour, monsieur.
Donc on se voit aujourd'hui pour faire le point justement sur votre dossier et voir comment l'orienter. Tout d'abord, sur votre situation actuelle, monsieur, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Mais que je m'en sors pas. Je m'en sors pas du tout, la maison me plombe, quoi. Mais tant que le bien n'est pas vendu, on est bloqué. Eh oui, c'est le problème qu'il y a. C'est le problème qu'il y a. Il faudrait pas moins de 40 ans pour que vous puissiez tout rembourser et vous maintenir dans les lieux. Il est en vente depuis combien de temps? Oh, ça fait au moins 6-7 ans. Dans le dossier, j'ai une évaluation à 160 000 au départ, à 115 000 en février 2015, et là, donc, 105 000. Donc, pour l'instant, vous n'avez aucune offre? Non, j'en ai eu aucune. C'est un bien qui pourrait être vendu aux enchères. Mais là, donc, l'optique, c'est vraiment d'essayer de vendre le bien. Là, il faut vraiment accélérer sur ce point. Le juge accorde finalement une dernière chance à Alain. Un sursis de 5 mois. Achetée à l'époque 198 000 €, la maison n'en vaut plus aujourd'hui que 105 000. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Comme d'habitude, on essaye. On essaye tant bien que mal. Je vais vous faire un petit point. Mais même à ce prix, l'agent immobilier avec qui il a rendez-vous ne lui laisse que peu d'espoir. Ici, il manque du travail, donc c'est compliqué pour des jeunes acquéreurs de pouvoir accéder à la propriété. Combien est-ce que monsieur peut espérer la vente, cette maison? Alors, on a vendu beaucoup de maisons dans cette rue et dans ce quartier, des maisons similaires, un peu mieux ou un peu moins bien. Et on était plus dans les 80 000 € net vendeur. Si je la vends à 90 000 ou un truc, comment je vais faire derrière pour payer le restant? Parce que moi, le restant, il faudra bien que je le rembourse. Le juge, il m'a demandé d'essayer de la vendre le plus vite possible. J'essaierai. Maintenant, moi, je vous suis. Si Alain parvient à vendre son pavillon 80 000 €, il lui en restera toujours 214 000 à rembourser. À Caen, la justice n'a finalement pas effacé la dette de Jean-François et de son épouse. Depuis notre tournage, Bernadette est décédée des suites d'un cancer. Jean-François devra donc affronter seul sa prochaine audience, le 18 décembre. Les 8 000 € de Céline ont été effacés par le tribunal. Elle peut désormais repartir à zéro. Elle vient tout juste de trouver un nouvel appartement. En France, plus de 800 000 personnes sont actuellement en cours de désendettement.